Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver pour cette cinquième séance du TD de procédure pénale qui est consacrée à la prescription de l'action publique. Alors comme vous le savez, les circonstances ne nous permettent pas de nous retrouver en tête-à-tête pour faire ce TD, et tout ça à cause de ce virus qui s'affiche sur votre écran. Ah oui, c'est à cause de lui qu'on ne peut pas partager un moment d'enseignement ensemble et c'est bien dommage. Malgré tout, j'espère que tout le monde est en forme, que tout le monde se porte bien, et surtout que tout le monde pourra appréhender ce TD de la meilleure des façons possibles. J'espère aussi que vous ne badigeonnez pas votre chat de gel hydroalcoolique, parce que sachez quand même qu'une fois qu'il va se laver lui-même, il va faire un coma éthylique, donc s'il vous plaît, ne le faites pas. J'ai lu cette information dans la presse, donc c'est pour ça que je me permets de la partager, ça m'avait fait sourire, et je me suis dit en période de confinement, ça fait pas de mal de se détendre. Donc voilà, vous savez tout. Et ce virus, il va pas nous empêcher, bien sûr, de continuer à collaborer ensemble, de continuer à travailler main dans la main et d'essayer de trouver d'autres formats pour le TD. Alors, on avait convenu ensemble de ce format vidéo, donc le voici enfin. Et vous le savez aussi, je déteste travailler sans couleur, sans tableau et surtout sans interaction avec vous, ça me rend franchement très triste. Donc voilà, on se servira du PowerPoint comme tableau et bien sûr là le choix des couleurs est encore plus varié donc j'en suis très heureuse. Mais pour ce qui est de l'interaction avec vous, ça va être vraiment très très compliqué puisque vous êtes loin et je me vois pas du tout faire un TD sans étudiants, parce que c'est mou, c'est pas vivant. Donc j'ai essayé de trouver une stratégie. Alors je suis pas allée réquisitionner des étudiants dans les rues, rassurez-vous. Je me suis procuré Régis, enfin il est là depuis longtemps, puisque je l'amène dans toutes mes conférences. Vous le reconnaissez peut-être, Régis, donc il m'accompagne depuis le début de ma thèse. Et comme il est très fidèle, il va venir avec nous pour ce TD. Alors Régis, il est totalement capable de suivre ce TD parce que Régis, il a un cerveau. Vous voyez son cerveau. Donc Régis peut comprendre, peut poser des questions et interagir avec nous. Donc voilà l'avantage de Régis. Je vais lui refermer le crâne. Et comme vous le savez, en période de confinement, on n'a pas le droit de rester trop près. Donc je vais poser Régis derrière, surtout qu'il a une tête... il n'a pas l'air en très bonne forme, donc j'ai pas trop envie de me faire contaminer. Donc il restera là à 1 mètre derrière nous et il va suivre le cours tranquillement. Mais ce qui fait la force de Régis, c'est pas uniquement son crâne qui s'ouvre, hein, et c'est pas uniquement le fait d'avoir un cerveau, c'est aussi qu'il a une personnalité virtuelle. Et grâce à cette personnalité virtuelle, il va pouvoir interagir avec nous pendant le TD. Et comme bien sûr aussi il a aucune connaissance juridique, on va essayer d'être le plus clair possible pour que Régis puisse bien tout comprendre. Alors je vais d'abord vous laisser faire connaissance avec Régis. Bonjour, je suis Régis, je viens d'un TD de procédure pénale pour essayer de comprendre la prescription. Alors j'ai été réquisitionné d'office, mais je compte quand même poser beaucoup de questions. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, vous avez fait connaissance avec Régis, il va rester avec nous et j'espère qu'il interagira pas trop quand même, comme ça on pourra finir le TD dans les délais. Une petite information préalable, j'ai tout fait dans l'urgence, donc il est fort probable que j'ai laissé quelques coquilles à la fois sur le fond et sur la forme. Donc si vous en repérez une, ce serait super gentil de me le faire remarquer par mail. Comme ça, moi après, je peux retoucher le support et vous pouvez tous réviser dans de bonnes conditions avec un PowerPoint qui est complet et sans erreur. D'autres petites précisions, puisque comme on est en TD virtuel, ça va être très compliqué de vous donner les consignes. Vous le savez, en TD, j'aime bien vous dire là vous soulignez, là vous n'écrivez pas, là vous surlignez 4 fois en gras, en majuscule, on surligne, on souligne. Bah là, je peux pas le faire malheureusement. Donc j'ai essayé de trouver une stratégie pour remplacer les directives que je vous donne à l'oral. Donc si vous voyez ce logo apparaître, qui est donc une oreille qui reçoit de l'information, vous n'êtes pas forcément obligé d'écrire puisque j'ai tout retranscrit pour vous dans des documents. Alors que si vous voyez ce logo-là, avec le stylo et le crayon de papier, là il serait peut-être judicieux de prendre quelques notes parce que j'aurais pas tout retranscrit dans les documents. Alors bien évidemment, c'est un espace quand même de démocratique et de liberté, donc vous faites comme vous voulez. Si vous voulez écrire pendant qu'il y a l'oreille, vous écrivez. Si vous ne voulez pas écrire quand il y a le stylo, vous n'écrivez pas. Vraiment, vous faites comme vous voulez. Avant de commencer, je vais également vous demander de faire deux choses.
La première, c'est de relire le cours relatif à la prescription de l'action publique pour avoir vraiment bien tout en tête. Et la deuxième, c'est de lire les 2 arrêts qui sont proposés dans la fiche parce que sans la lecture des 2 arrêts, ça va être compliqué de les comprendre. Donc je vous demanderai juste de faire ces 2 choses-là pour pouvoir appréhender le TD de manière sereine et avec toutes les informations nécessaires. Et alors, on va demander quand même à Régis si il a bien lu la fiche de TD. Jamais, moi je révise, jamais, tu le sais très bien. C'est pas très sérieux quand même tout ça, Régis. Tu devrais peut-être mettre une pause, lire les arrêts, et puis continuer le TD correctement. Bon, je vois que Régis n'est pas très motivé, donc en ce qui nous concerne, commençons. Bien sûr, on va pas changer les bonnes habitudes. On continuera à diviser le TD en 2 parties. Donc une première partie qui va être relative à la théorie, à quelques rappels et aussi à des applications pratiques. Et la deuxième partie qui portera cette fois-ci sur l'analyse des jurisprudences. Alors pour plus de confort et que ce soit plus simple pour vous, vous retrouvez toute la première partie dans une première vidéo et la deuxième partie dans une deuxième vidéo. Comme ça, le format n'est pas trop long et puis c'est aussi beaucoup moins lourd à télécharger. Donc partie 1, commençons, rappel et application pratique. Une définition, pour commencer, celle bien sûr de la prescription de l'action publique. Alors la prescription, c'est une cause d'extinction de l'action publique par le simple écoulement du temps. Ce qui veut dire qu'après un certain délai, le ministère public ne peut plus agir contre l'auteur d'une infraction. Donc c'est le temps qui va éteindre l'action publique. C'est un mécanisme qui est très important puisque c'est un mécanisme d'ordre public et qui peut être soulevé à toute hauteur de procédure. Vous pouvez le soulever pour la première fois en première instance, mais également devant la cour d'appel, mais aussi devant la cour de cassation, sous certaines conditions. Donc c'est un mécanisme très important. C'est également un mécanisme qui joue à l'égard des auteurs, des co-auteurs et des complices. Donc c'est un mécanisme qui a une application très très large quand même. Vous retrouvez ce mécanisme aux articles 6 à 9-3 du Code de procédure pénale. Et il faut également que vous reteniez ces 2 lois que j'ai indiquées là. Donc la loi du 27 février 2017, qui a allongé certains délais de prescription et modifié quelques règles de la prescription également. Et la loi du 3 août 2018, qui a également retardé le point de départ de la prescription, notamment en matière de viol sur mineur. Alors sachez que ces 2 lois ne sont pas les seules qui existent, il y a eu vraiment de nombreuses lois sur la prescription, à tel point que c'était devenu vraiment quelque chose de très touffu, de très illogique, il y avait des choses qui se contredisaient, donc voilà. Toutes les règles relatives à la prescription sont extrêmement denses, je vous demande quand même de retenir ces 2-là, qui sont très importantes parce que très récentes, on va le revoir dans la suite du TD. Donc la prescription, c'est également un mécanisme qui est très clivant et qui suscite pas mal de débats au sein de la société. Pour illustrer ces débats, je vous ai indiqué une petite illustration, avec au centre le législateur et deux petites créatures qui viennent chuchoter à son oreille. Alors il y a une créature qui est bien sûr favorable à la prescription et une autre qui est défavorable à la prescription. Celle qui est favorable à la prescription, elle nous dit que la prescription est nécessaire, puisqu'avec le temps, le trouble à l'ordre public s'atténue. Ça veut dire que l'infraction a un retentissement social qui est moindre. La souffrance populaire s'apaise, si vous voulez. Et également, avec le temps, la réinsertion du délinquant paraît acquise, puisque forcément, puisque le délinquant n'a pas fait de vague, c'est donc qu'il s'est réinséré correctement. Et puis on peut également imaginer que la perspective de se faire arrêter l'a déjà fait assez souffrir. C'est ce qu'on appelle le pardon légal. Bon, voilà. Il y a également un risque de dépérissement des preuves, puisque le temps, c'est l'ennemi numéro 1 de la qualité des preuves. En ce qui concerne les preuves matérielles, on va le revoir, c'est moins vrai maintenant, mais en ce qui concerne les preuves qui ne sont pas matérielles, c'est vraiment très vrai. Parce que le souvenir, c'est quelque chose de très mouvant, donc un témoignage, il est quand même basé sur le souvenir. Et le souvenir, une fois que vous le voyez, au fil du temps, il peut se modifier et on peut même créer de faux souvenirs. Donc ça va être vraiment très problématique en termes de qualité de la preuve.
Donc ici, on comprend bien pourquoi la prescription est nécessaire. Et enfin, la prescription est également une sanction de l'inaction du ministère public, puisque, à cause de son inertie, il n'a pas agi, donc il faut le sanctionner, il n'a pas été diligent. Au bout d'un certain temps, on ne peut plus pardonner ça, donc on ne peut plus poursuivre l'auteur. Et de l'autre côté, vous avez l'autre créature qui n'est pas d'accord et qui pense que la prescription est un mécanisme injuste et qui doit décliner. La première raison, c'est que ça conduit à une forme d'impunité. Et cette impunité, elle n'est pas forcément comprise par les victimes. Et en plus, la technique s'améliore. Alors pourquoi est-ce qu'on continue de parler de dépérissement des preuves ? Eh ben, la technique, elle s'améliore, mais surtout sur les preuves matérielles. On a l'ADN, par exemple, avec les techniques qui sont de plus en plus solides. Donc là, on se demande pourquoi, effectivement, on ne peut pas poursuivre encore plus loin dans le temps. Alors ce législateur, au milieu de tous ces débats, il se demande vraiment ce qu'il doit faire. Eh bien, on constate deux choses. On constate que, tout d'abord, la jurisprudence a souvent été hostile à la prescription. Et ça, on le reverra en deuxième partie du TD, donc je ne vais pas plus le développer ici. Et le législateur va prendre, au fil des réformes, va allonger le délai de prescription. Et la jurisprudence n'est pas pour rien, on le reverra. Donc cette prescription, elle est certes nécessaire, on la conserve, mais on va avoir tendance vraiment soit à allonger les délais, soit à reculer le point de départ. Et tout ça pour essayer de vraiment juger toutes les affaires au fond. Donc retenez bien ces mécanismes, ce clivage qui va être très très important ensuite pour le commentaire de l'arrêt de l'Assemblée plénière qu'on va voir dans la partie 2. Maintenant qu'on a vu un petit peu le mécanisme de la prescription, il faut voir son régime et ce que nous dit le droit. Alors, pour la prescription de l'action publique, il faut voir 3 pôles principaux. Le premier, c'est le pôle des délais. Le deuxième pôle, c'est celui du point de départ du délai. Et enfin, il faut s'intéresser à la prorogation du délai. Pour les délais, il faut encore diviser en 2 pôles. On a des délais de droit commun et on a des délais dérogatoires. Les délais de droit commun, ils varient en fonction de la gravité de l'infraction. Et les délais dérogatoires, ils sont justifiés en fonction de la nature de l'infraction et de la minorité de la victime. Alors pour les délais de droit commun, la loi du 27 février 2017 les a un petit peu modifiés. Pour les contraventions, ça n'a pas changé, c'est 1 an. Pour les délits, c'est 6 ans, et avant 2017, c'était 3 ans. Et pour les crimes, c'est 20 ans, alors qu'avant 2017, c'était 10 ans. Voilà, donc on a eu un doublement des délais pour les crimes et pour les délits. Mais il faut faire attention parce qu'il y a de nombreuses exceptions, et c'est là qu'il faut se pencher sur les délais dérogatoires. Les délais dérogatoires, ils sont plus longs ou plus courts. J'attire votre attention sur un délai qui est particulier, c'est pour les crimes contre l'humanité qui sont imprescriptibles, et ça c'est très important. C'est la seule catégorie d'infraction qui est imprescriptible. À côté de cette imprescriptibilité, on a également des délais plus courts. En droit de la presse, le plus souvent c'est 3 mois, sauf exception qui augmente jusqu'à 1 an, mais on ne va pas s'attarder dessus. Et pour les délais plus longs, ça va être pour les infractions de nature sexuelle sur mineurs, par exemple, ou pour les infractions terroristes, les infractions qui concernent les armes de destruction massive. Voilà, on aura des délais plus longs. Si vous voulez jeter un œil, j'ai réalisé un tableau que vous retrouverez sur Arch, avec tous les délais dérogatoires, en grande partie, c'est pas exhaustif, mais il y a quand même de nombreux délais dérogatoires, et je vous invite à le regarder pour avoir un petit peu une vue d'ensemble, et regarder que finalement, il y a plus de délais dérogatoires que de délais de droit commun. Il faut les connaître, quoi. À côté de ces délais, on a le point de départ du délai, pareil, qu'on va subdiviser en 2, puisqu'on a un cas général et un cas de report. Pour le cas général, le délai de prescription commence à courir le jour où l'infraction a été commise. Et là encore, une petite subtilité de la jurisprudence, le jour où l'infraction a été commise diffère selon le type d'infraction. Si vous avez une infraction instantanée, ce ne sera pas la même chose qu'une infraction continue ou qu'une infraction d'habitude. Pareil, si vous voulez plus de précision, je vous invite à vous reporter au deuxième tableau que je vous ai mis à disposition sur Arch. Mais de plus en plus, on a des cas de report du point de départ du délai. Ça va surtout être pour les infractions de nature sexuelle qui concernent les mineurs, puisqu'on reportera le point de délai au jour
le point de départ au jour de la majorité de la victime, mais on a également un report en termes d'infraction clandestine. Et là, je vous renvoie également à la partie 2 où on va faire encore un petit rappel de cours sur ce que sont les infractions clandestines. Et enfin, intéressons-nous à la prorogation du délai, c'est-à-dire à l'allongement, on va essayer d'étirer au maximum ce délai grâce à deux mécanismes, le mécanisme de l'interruption et le mécanisme de la suspension du délai. Alors pour l'interruption, un nouveau délai commence à courir, donc on repart de 0, alors que pour la suspension, le délai est comme gelé et finalement il va reprendre là où il s'était arrêté. J'attire votre attention sur le fait que avant 2017, l'interruption et la suspension, enfin toutes les causes d'interruption et de suspension, étaient caractérisées et dégagées par la jurisprudence, alors que depuis 2007, c'est la loi qui est venue un petit peu réguler tout ça et définir un régime que vous retrouvez aux articles 9-2 et 9-3 du Code de procédure pénale. Un acte interruptif, par exemple, c'est un acte qui tend à la mise en mouvement de l'action publique, mais vous avez également d'autres actes qui sont listés dans l'article. Pour la suspension, ça va surtout être l'obstacle de droit ou de fait insurmontable qui a empêché la mise en mouvement de l'action publique. Voilà, donc je vous renvoie également à l'article 9-3 du Code de procédure pénale pour avoir une définition plus claire de ce qu'est la suspension. Ah, Régis veut intervenir. Et en fait, l'interruption et la suspension, c'est simple. C'est exactement comme quand je regarde Netflix et que je mets une pause ou que je mets stop. C'est ça, en fait. Bah oui, il n'a pas tort, Régis, puisque c'est exactement ça. Pour l'interruption, c'est comme si vous mettiez stop pendant votre film. Si vous mettez stop, alors le film recommencera de 0. Alors que la suspension, c'est comme si vous mettiez pause sur le film. Quand vous mettez un film en pause, une fois que vous appuyez sur play, il recommence exactement là où il s'était arrêté. Et c'est ça vraiment la différence entre ces deux mécanismes. Ah, on a encore une nouvelle question de Régis. C'est bien beau tout ça, c'est bien beau de faire la théorie, mais en vrai, à quoi ça sert? À quoi elles servent toutes ces règles? Qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Eh bien maintenant, on va essayer d'apprendre à calculer des délais de prescription. Donc concentrons-nous et essayons de regarder un petit peu comment ça marche. Alors pour calculer les délais de prescription, il faut déjà trouver le point de départ de la prescription. Donc je vous le disais tout à l'heure, le point de départ du délai, c'est soit le jour, à compter du jour où l'infraction a été commise, soit à compter du jour de la majorité de la victime, etc., en fonction des catégories d'infractions et de ce qu'a prévu la loi. Donc quand vous voyez ce terme juste ici, à compter de, vous vous placez le lendemain à 0 heure. Et une fois que vous avez trouvé ce point de départ du délai, il faut trouver la fin du délai. Donc là, c'est assez simple aussi. Vous regardez si on est en présence d'une contravention, d'un crime ou d'un délit ou d'une infraction spécifique avec des délais dérogatoires. Vous choisissez le bon délai, vous l'ajoutez à votre point de départ, et le délai prendra fin le dernier jour à minuit, donc 24 heures, ou si vous préférez, à 23h59. Alors pour s'exercer, prenons un exemple. Un vol a été commis le 19 mars 2020. Donc ici, vous avez la commission du vol. Le point de départ du délai, on a dit, c'est à compter du jour où l'infraction a été commise. Ici, le vol est une infraction instantanée, donc le jour de sa commission est le jour de la réalisation de l'acte. Donc on se place le lendemain à 0 heure. Donc le point de départ du délai sera le 20 mars 2020 à 0 heure. Le vol est un délit. Depuis 2017, les délits se prescrivent par 6 ans. On ajoute 6 ans. Le vol sera prescrit le 20 mars 2026 à minuit, ou plutôt à 23h59 si vous préférez. En ce qui concerne maintenant l'interruption de la prescription, un peu plus compliqué. On l'a dit tout à l'heure, un nouveau délai commence à courir à compter du jour de l'exécution de l'acte interruptif. J'attire votre attention ici, on a bien dit à compter du jour, donc pareil que pour tout à l'heure, on se place le lendemain à 0 heure. Prenons un exemple. Un vol a été commis le 19 mars 2020, une perquisition a lieu le 4 mai 2020. Le PV est dressé le même jour. Je vous ai indiqué ça pour vous dire que l'acte avait été exécuté le jour même.
Donc, reprenons notre frise chronologique. Le vol, pareil, est commis le 13 mars 2020. En théorie, le point de départ du délai serait le 20 mars 2020 à 0 heure et il se finirait le 20 mars 2026 à minuit ou 23h59 comme je vous le disais tout à l'heure. Sauf qu'ici on a eu un acte interruptif de prescription qui est la perquisition qui a eu lieu le 4 mai 2020. Donc on a dit qu'on se plaçait à compter du jour de l'exécution, donc le lendemain. Le nouveau point de départ se situe donc le 5 mai 2020 à 0 heure, et finalement le vol sera prescrit le 5 mai 2026 à minuit, ou 23h59 comme je vous l'indiquais tout à l'heure. En ce qui concerne la suspension de la prescription, je vous le disais, le délai est gelé tant que l'obstacle de droit ou de fait existe, et ensuite il va recommencer à courir là où il s'était arrêté. On prend un exemple. On change un peu de catégorie, les délits on en a vu 2 exemples, donc prenons un crime maintenant. Un crime a été commis en mars 2019. Aucun acte d'enquête n'est réalisé. Une crise sanitaire survient en mars 2020 et prend fin en mars 2021, empêchant les policiers d'agir. Alors là, vous voyez que j'ai fait un petit clin d'œil à l'actualité puisque j'ai parlé de crise sanitaire. Donc on peut imaginer que la crise sanitaire est un obstacle de fait assimilable à la force majeure qui est susceptible de suspendre la prescription. Donc reprenons encore une fois notre frise chronologique. Un crime a été commis en mars 2019. Une crise sanitaire survient en mars 2020. Entre ces 2 événements, on a déjà un délai de 1 an qui a couru. La crise sanitaire prend fin en mars 2021. Donc on met une pause au début de la crise sanitaire. On ne compte pas le temps qui s'est écoulé entre le début de la crise et entre la fin de la crise. Et dès que c'est la fin de la crise, on remet play et on continue à faire courir le délai. Donc il nous restera 19 ans à faire courir, ce qui nous donne un crime prescrit en mars 2040. Donc vous voyez, le mécanisme est assez simple, c'est juste qu'il ne faut pas le confondre avec l'interruption de la prescription. Ah, revoilà Régis. C'est super facile en fait finalement de calculer des délais. Moi je voyais ça beaucoup plus dur quand même le droit, hein. Oui, ben ne t'inquiète pas, on va faire quelque chose d'un peu plus compliqué maintenant. Les conflits de loi dans le temps. Parce qu'on peut partir d'un constat. Je vous le disais tout à l'heure, deux lois nouvelles à retenir. La loi du 27 février 2017, qui a en particulier doublé les délais de prescription pour les crimes et les délits, et la loi du 3 août 2018, qui a retardé le point de départ du délai, notamment dans le cadre des viols sur mineurs. Ces 2 lois, elles ont une entrée en vigueur qui n'est pas le jour de leur promulgation. Donc l'entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017, c'est le 1er mars 2017, et l'entrée en vigueur de la loi du 3 août 2018, c'est le 6 août 2018. Alors faites bien attention et retenez bien ces 2 dates, parce qu'elles vont être très très importantes pour la résolution des conflits de loi dans le temps. Et là on se pose donc une question à partir de ce constat qui est: que se passe-t-il si les faits sont antérieurs à l'entrée en vigueur de ces lois ? Que se passe-t-il si l'action s'est passée avant que ces lois voient le jour ? Eh bien, il faut résoudre un conflit de loi dans le temps. Et comment est-ce qu'on fait pour résoudre un conflit de loi dans le temps ? Eh bien, on se plonge dans le code pénal cette fois. On quitte son code de procédure pénale pour reprendre son code pénal du premier semestre et se rappeler de ce qu'on avait appris au premier semestre. C'est-à-dire que les lois sur la prescription sont des lois pénales de forme, et que selon l'article 112-2 alinéa 4 du Code pénal, les lois pénales de forme relatives à la prescription sont d'application immédiate, sauf si la prescription est déjà acquise. Et là, on voit tout de suite ce qu'il faut faire pour résoudre ce conflit de loi dans le temps. Il faut vérifier si la prescription n'était pas déjà acquise sous l'empire de la loi ancienne. Donc on va essayer maintenant de résoudre un conflit de loi dans le temps pour que vous compreniez bien. Alors, un meurtre est commis le 19 mars 2000. Rongé par les remords, le complice décide de dénoncer l'auteur le 30 janvier 2020. Le ministère public peut-il encore agir ?
Donc on va ici bien segmenter les étapes une par une pour que vous puissiez comprendre le raisonnement qui est adéquat. Donc la prescription est-elle acquise? Il faut qu'on vérifie ça pour pouvoir résoudre le conflit dans le temps. Alors on commence. En principe, maintenant, depuis le 1er mars 2017, donc date d'entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017, les crimes se prescrivent par 20 ans, selon l'article 7 du Code de procédure pénale. Mais ici, les faits datent du 19 mars 2000, donc ils sont antérieurs au 1er mars 2017. Ce qui fait donc naître un conflit de lois dans le temps. Les lois relatives à la prescription sont des lois pénales de forme, donc elles sont d'application immédiate, sauf si la prescription est déjà acquise. Il va donc falloir qu'on vérifie si la prescription n'était pas déjà acquise sous l'empire de la loi ancienne. Donc on se place sous le prisme de la loi ancienne. Donc avant 2017, les crimes se prescrivaient par 10 ans. C'était l'article 7, ancienne version du Code de procédure pénale. On cherche le point de départ du délai. On l'a dit, le point de départ du délai, en pratique, commence à courir le lendemain du jour où l'infraction a été commise. Ici, l'infraction est commise le 19 mars 2000, donc on a notre point de départ du délai qui se situe le 20 mars 2000 à 0h. La prescription, comme il s'agit d'un crime, et on l'a dit sous l'empire de la loi ancienne, c'est 10 ans, est acquise le 20 mars 2010 à minuit, ou 23h59, je le redis encore une fois pour plus de compréhension. Le crime est donc prescrit, aucune action n'est possible. Alors vous voyez, il n'y a rien de compliqué dans les conflits de loi dans le temps, il faut essayer juste d'être extrêmement rigoureux et de bien faire attention aux dates, c'est super important. La date de commission des faits est essentielle. Alors je vous ai indiqué ici une méthode générale du cas pratique pour que, on ne sait jamais, si vous avez un cas pratique au partiel, que vous puissiez le résoudre si vous avez un problème de conflit de loi dans le temps. Alors je pense pas qu'il y aura ce type d'exercice parce que c'est quand même assez technique, c'est de la pratique juridique, mais mieux vaut prévenir que guérir. Donc j'ai indiqué différentes étapes. Étape 1, vous vous placez sur le terrain juridique adéquat pour la prescription. C'est-à-dire, vous exposez la règle de la prescription telle qu'elle est aujourd'hui. Ce qui nous donne, par exemple, d'après l'article 7 du Code de procédure pénale, les crimes se prescrivent par 20 ans. Ok, jusque-là tout va bien, on se place vraiment à la date actuelle. En étape 2, s'il existe, vous constatez l'existence d'un conflit de loi dans le temps. Donc là, je vous le disais, vous vous focalisez bien sur la date de commission des faits, et si elle est antérieure à la date, par exemple, de la loi du 27 février 2017 ou du 3 août 2018, vous faites attention à la date d'entrée en vigueur, alors on a un conflit de loi dans le temps. Donc vous résolvez ce conflit s'il existe. Vous le résolvez de la manière suivante. Vous constatez que les faits sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi qui vous intéresse. Vous précisez que les lois sur les prescriptions sont des lois pénales de forme, et donc que selon l'article 112-2 quatrièmement du Code pénal, les lois sur la prescription sont d'application immédiate, sauf si la prescription est acquise. Vous vérifiez ensuite si la prescription est acquise, donc là on se situe dans l'application. Si la prescription est acquise, alors dans ce cas-là, impossible de poursuivre. En revanche, si la prescription n'est pas acquise, les nouveaux délais s'appliquent et là vous passez tout de suite en étape 3. L'étape 3, c'est vérifier si l'infraction est au du droit en vigueur. Donc là, comme vous avez déjà énoncé en étape 1 quelle était la règle juridique applicable aujourd'hui, vous pouvez directement passer à la détermination du point de départ du délai. Donc vous vous référez au tableau que je vous ai mis sur Arche, ensuite vous déterminez la date de prescription de l'infraction, donc vous faites le calcul comme on a vu tout à l'heure, et enfin vous vérifiez qu'il n'y a pas de cause d'interruption ou de suspension de la prescription. S'il n'y en a pas, alors la date de prescription que vous aviez déterminée est la bonne. En revanche, si il y a un acte de suspension ou de prescription, vous faites comme on a vu tout à l'heure pour calculer le délai. Et enfin, vous n'oubliez pas de faire une conclusion. Donc j'espère que cette méthode elle est un peu lourde, hein. Vous voyez il y a beaucoup d'écriture sur cette diapo, mais je vous invite à la lire à tête reposée, et puis comme ça,
En apprenant ça, vous êtes sûr et certain que vous ne pouvez pas rater un cas pratique. L'ordre des étapes est quand même assez important ici. Donc voilà, je vais vous laisser, aller vous rediriger vers la partie 2 de ce TD. Nous en avons fini avec la partie 1. J'espère que vous avez à peu près compris tout ce qui se passait et que, ça vous a quand même donné envie de poursuivre avec la partie 2 parce que je sais à quel point c'est difficile, en cette période de confinement de s'astreindre à travailler, surtout avec le bruit, surtout si vous n'avez qu'un poste de travail pour toute la famille, si vous êtes confinés en famille. Donc voilà, j'espère que, cette première partie vous aura aidé un petit peu à comprendre, les règles, relatives à la prescription et on se retrouve tout de suite pour la partie 2 avec Régis bien sûr s'il veut continuer à venir. Bien sûr que je reviens, mais avant, j'ai quand même d'autres cours à réviser, hein, donc à tout à l'heure.